l'extrait qui va suivre, retrouvez l'intervention de Catherine Witold de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS, invitée à la table ronde Conservatisme en action, dans le cadre de réflexion de l'axe 2, Migration contestée, société fracturée, entre politique d'accueil, discours médiatique et réalité sociale. Donc, merci pour cette invitation et cette belle organisation. Les intervenantes vont être d'abord Madame Catherine Witold de Wenden, qui est directrice de recherche émérite au CNRS et donc aux séries Sciences Po, qui est aussi l'autrice de nombreux ouvrages. Je vais en parler. Oui, mais je n'en parle pas, je dis juste qu'elle est l'autrice de nombreux ouvrages, voilà, sur les questions autour des migrations. Et ensuite interviendra Joanne Samé, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Haute-Alsace, Crésat-Crémy comme le centre de recherche, et qui est aussi, on le mentionne aussi, membre de la CIMAD. Et donc, on a la chance d'avoir une table ronde interdisciplinaire avec vous deux. Donc voilà, la parole est à vous, Madame Witold de Wenden. Donc on a 2 fois 20 minutes et ensuite on aura un large temps de discussion. Je garde ma montre bien en vue. Merci beaucoup en tous les cas à l'Université de Strasbourg, à l'IEP, et puis surtout à Magdalena, qui a été mon ancienne étudiante. J'en ai beaucoup maintenant, un peu partout, en master, au moment où on travaillait avec ma collègue Anne Le Tanguy sur l'élargissement et les nouvelles migrations Est-Ouest en Europe. Et elle a travaillé tout particulièrement sur la Bulgarie, puisque c'est un pays dont elle parle la langue et où elle nous a apporté de très belles choses. Donc, je vais essayer de traiter rapidement, mais un sujet assez complexe, puisqu'on a vu dans ce qui a été présenté précédemment que la thématique migratoire, elle est très présente dans cette droitisation de l'Europe, du Parlement européen. Hier, je relisais sur mon ordinateur le discours de Madame van der Leyen sur l'état de l'Union et je constatais qu'une fois de plus, disons, ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux des errements de la politique européenne sont toujours là. J'y reviendrai, la politique de retour, la politique de développement, le renforcement des contrôles aux frontières. Je rappelle qu'il y a entre 2 et 3 000 morts chaque année en Méditerranée, qui sont les effets de cette politique européenne, et que depuis les années 90, on comptabilise 50 000 morts environ, plus tous ceux qu'on n'a pas retrouvés, et 30 000 si on commence en 2014. Donc ça, c'est un peu le décor, si j'ose dire. Alors, dans ce contexte, donc, le sous-titre qui était proposé par Magdalena, c'était « Entre politique d'accueil, discours médiatique et réalité sociale ». Et sans grande originalité, j'ai repris ces thèmes que je vais essayer de développer dans ce qu'elle m'a proposé. Alors, tout d'abord, ce que l'on constate, ça je vais pouvoir en parler, puisque je viens de ressortir mon atlas des migrations chez Autrement en avril dernier, donc j'ai la tête encore bourrée de chiffres dans sa 7e édition. Donc, ce qu'on constate, c'est que l'Europe est de fait, et ça c'est une chose que beaucoup d'Européens et de nationaux surtout, qui rêvent de n'avoir que des politiques nationales en termes d'immigration, l'Europe est devenue un continent d'immigration, d'installation, ce que la plupart des Européens et des pays en Europe n'acceptent pas. C'est ça la grande réalité, parce que aujourd'hui, la migration, elle s'est installée dans les pays européens. La fermeture des frontières a accru la sédentarisation, comme on va le voir, et aujourd'hui, donc, l'Europe a 45 millions environ de migrants sur son territoire. Je ne parle pas des générations issues de l'immigration, et c'est à peu près le chiffre un tout petit peu inférieur, mais à peine, de celui des États-Unis. Donc on est un grand territoire d'immigration, mais qui ne s'accepte pas comme tel, car à la différence, malgré l'évolution des États-Unis récente depuis le nouveau président, c'est quand même d'avoir construit une mémoire
accepté, légitime, sur le fait que ce sont des pays d'immigration, d'installation, les États-Unis, le Canada, l'Australie, beaucoup de pays d'Amérique latine, à la différence de l'Europe, qui, comme le Japon et quelques autres pays du monde, a beaucoup de mal à accepter cette réalité et aujourd'hui aborde la thématique migratoire autour de la notion d'illégitimité de la présence des personnes qui s'y trouvent pour l'essentiel. Donc la politique est essentiellement sécuritaire, l'essentiel de la politique européenne est sécuritaire, et donc on voit les effets, on va voir un peu les effets de cet affichage, si j'ose dire, parce que c'est surtout un affichage pour l'opinion publique et non pas pour construire une politique d'immigration qui soit rationnelle, ce que rappelle très souvent François Héran, par exemple, professeur au Collège de France, qui a fait un livre qui s'appelle le grand déni, Immigration, le grand déni, qui est sorti en 2023, où il dénonce cet écart entre la réalité et puis les discours qui portent cette thématique migratoire, qui sont très nombreuses à l'échelon national, mais aussi européen, comme on l'a vu. Donc la réalité, c'est la mondialisation, comme vous le savez, la globalisation du monde, une certaine cosmopolitisation aussi des modes de vie, et également en parallèle l'ambition d'un certain nombre d'États de gérer à l'échelon national les migrations, alors que c'est un phénomène totalement mondial. Aujourd'hui, les migrations ont beaucoup augmenté. Elles étaient autour de 120 millions à la veille du XXIe siècle. Et aujourd'hui, donc, les migrations ont atteint 305 millions de migrants selon les chiffres des Nations Unies en 2024. Donc, on a une forte accélération. Et cette réalité, ceci dit, est un phénomène mondial, donc qui n'est pas spécifiquement européen. L'ensemble du monde est concerné. L'essentiel des flux, c'est du sud au sud, il ne faut pas l'oublier, compte tenu des nouveaux flux que l'on peut constater, c'est-à-dire à la fois les réfugiés. On a des chiffres énormes de réfugiés dans le monde. On oublie le Soudan, c'est plus de 7 millions de départs, les Afghans, 6,5 millions, les Syriens, 6,5 millions, le Venezuela, à peu près le même chiffre, et quelques autres exemples. Et donc, on a eu des chiffres de réfugiés considérables ces dernières années qui donc expliquent aussi, compte tenu de l'instabilité d'un certain nombre de situations dans le sud du monde, c'est montée des chiffres migratoires. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, et ça, c'est la contradiction, c'est que l'Europe, elle veut aussi attirer des talents, comme elle le dit, donc, et les employeurs aussi, bien sûr, ont besoin de main-d'œuvre dans une série de secteurs. Donc les réponses européennes ont été très différentes. L'Allemagne a rouvert un peu son immigration de travail assez fortement, d'ailleurs depuis 2-3 ans, alors qu'en France, c'est un tabou. Notre ministre de l'Intérieur a différé la publication de la liste des métiers en tension, qui est une liste assez timide, après avoir été élu au sein de son parti, ce qui montre un peu la façon dont on traîne les pieds en la matière, et les contradictions sont considérables. La moyenne européenne de la présence migratoire n'est pas colossale, c'est 10% de la population des États, et en France on est à 10,2%, donc on est tout à fait dans la moyenne nationale. On a été parmi les derniers en Europe à accueillir les Syriens, on a accueilli à peine les chiffres qui étaient demandés par l'Union européenne, précisément, qui étaient de 35 000, on en a eu moins, et on était à la 17e place, et on n'a accueilli que 4% des Ukrainiens parmi l'ensemble des pays européens. Donc il n'y a pas de, disons, le discours qui est tenu ne correspond pas du tout à la réalité. Donc ça, c'est un écart. La mondialisation est là. L'Europe ne s'accepte pas comme continent d'immigration. Les pays ont l'ambition, vis-à-vis de leurs électeurs, de gérer cette question à l'échelon national, de leurs propres frontières. Et le résultat, c'est que, en fait, ce discours politique est totalement décalé par rapport aux réalités. Alors, le premier point sur lequel je voulais insister, c'est que les politiques d'accueil
Et j'ai fait un livre qui est sorti très récemment, qui s'appelle Immigration, indifférence, indignation, déshumanisation, qui est un discours qui se place du point de vue des associations, des ONG, de tous ceux qui dénoncent cette indifférence, qui sont indignés et qui dénoncent la déshumanisation avec différentes gradations en la matière. En fait, les politiques d'accueil sont souvent soutenues par ces acteurs, alors qu'elles sont très très lointainement, encadrées par les pouvoirs publics dans la plupart des pays européens, avec parfois une sorte de mise en demeure de ces grosses structures comme SOS Méditerranée par exemple, et quelques autres, Ocean Viking et d'autres, qui par exemple font des sauvetages en mer, qui sont soumises en permanence à des sanctions et qui ont de plus en plus de mal à opérer. De même pour les associations de soutien dans les États, je ne parlerai pas de Calais, mais c'est le cas aussi de celles qui se trouvent à la frontière entre la France et l'Italie également, et quelques autres. Elles travaillent parfois dans une semi-légalité, compte tenu de la façon dont elles sont, encadrées par les policiers, sans parler des grands procès retentissants qu'on a eus, par exemple en France et en Italie, autour de Lucano, Domenico Lucano, qui était maire de Riace, qui a été finalement levé de ses condamnations et qui est devenu député italien après des années de contentieux, et qui ne pouvait même plus aller dans sa commune parce qu'il avait employé dans une coopérative municipale des gens qui étaient arrivés sans les avoir aidés à traverser la frontière. Et en France, Cédric Héroux, qui n'a jamais aidé les gens à traverser la frontière, ce qui serait illégal, mais qui les a seulement accueillis dans sa ferme, et qui, après un contentieux qui a duré plusieurs années, a été lavé de ses condamnations par le Conseil constitutionnel au nom du principe de fraternité. Donc on s'aperçoit que l'éthique est très très loin de la pratique politique en matière de politique publique, si j'ose dire, en la matière. Donc ces discours, ces politiques d'accueil, elles sont soutenues surtout par un militantisme multifacette, si j'ose dire, mais très souvent elles peinent à s'imposer, alors que aujourd'hui la question est centrale. Deuxième point, c'est le discours médiatique. Le discours médiatique, il s'appuie sur un narratif qui est nourri d'idées reçues. Je ne parlerai même pas à peine de Zemmour, mais le thème du grand remplacement déborde très largement son électorat. D'après une étude qui a été faite par un jésuite qui a sorti un livre là-dessus, il montre que 38% des catholiques pratiquants réguliers ont voté soit pour Marine Le Pen, soit pour Zemmour aux dernières élections présidentielles, précisément à cause du thème du grand remplacement. Ce thème, il faut se pencher sur la genèse. La genèse, c'est l'entre-deux, c'est déjà Maurras, c'est ceux qui étaient autour du déclinisme. Il y a toute une série d'idéologues politiques de l'entre-deux-guerres autour de cette thématique. Et puis ensuite, le Club de l'Horloge, et l'idée qu'il y a des Français malgré eux, des Français de papier, etc. Un article de Jean Raspail dans le Figaro Magazine, serons-nous encore français dans 30 ans, avec une Marianne Voilée en couverture. Les 30 ans ont passé, puisque c'était en 1985 et en 2015. On peut encore penser qu'aujourd'hui on est encore français, si j'ose dire. Donc toutes ces idées sont totalement fallacieuses, mais très dangereuses. Et elles ont été soutenues par des sortes de porte-voix, si j'ose dire, Huntington, le clash des civilisations, par exemple, mais également quelques autres qui ont soutenu donc ces thématiques alarmistes. Donc le grand remplacement qui est aussi une interprétation d'un idéologue d'extrême droite qui est Renaud Camus, qui a détourné une étude statistique qui a été faite par le patron de la population aux Nations Unies, qui était Joseph Grinblad, en 2000,
qui étabblissaient des scénarios pour l'Europe face, entre autres, mais pas seulement l'Europe, la Russie, le Japon, les États-Unis, face au changement démographique, de combien de migrations aurait-on besoin pour d'abord un scénario sans aucune migration, donc là c'est une situation extrêmement inquiétante, surtout démographiquement, économiquement, un scénario pour remplacer, pour équilibrer les actifs, pour équilibrer la pyramide des âges, etc. 5 scénarios qui étaient proposés et qui disaient que l'Europe, de toute façon, aura besoin d'immigration. Alors lui, il n'est pas du tout dans l'idéologie, mais il est dans ces chiffres. Et cette étude, donc, qui a été publiée par les Nations Unies, le département de la population, a été intitulée « Le grand remplacement ». Et ensuite, Renaud Camus s'est emparé de cette étude, non pas pour analyser ce qu'il est incapable de faire sans doute les chiffres, les analyses démographiques, mais pour parler du grand remplacement en fait culturel. Le thème du grand remplacement culturel a beaucoup de succès. Le terme de reconquête, c'est une allusion à la reconquête espagnole par Isabelle la Côte catholique suite au départ des Arabes de Grenade, il ne faut pas l'oublier. Et Hervé Lebras, qui adore abonder dans la polémique scientifique, a fait un livre qui s'appelle « Il n'y a pas de grand remplacement, point ». Chiffre en main, je rappelle qu'il est polytechnicien, et qui montre que c'est une idée qui n'a aucun fondement scientifique, mais elle a eu un succès considérable. Et ce thème a eu beaucoup de succès. Même Madame Pécresse, pendant les présidentielles, a fait une allusion au grand remplacement, etc. Autre thématique fallacieuse, ça a beaucoup de succès dans la presse. Pendant les élections, je fréquentais de temps en temps des gares à l'occasion de quelques débats, et je me suis aperçue que souvent les revues avaient pris cette thématique qui se vendait très très bien au pied de la lettre. Ensuite, on a le deuxième thème, l'Afrique va nous envahir. L'Afrique va nous envahir, ça c'est un thème qui est très présent suite à un livre d'un essayiste, si j'ose dire, qui s'appelle Stephen Smith, qui avait fait un livre, La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique à l'assaut du vieux continent, et qui a été démonté en beauté, si j'ose dire, dans son blog par François Héran, puisque dans son blog au Collège de France, qui montre que, certes, il a une connaissance de l'Afrique, ce monsieur, puisqu'il a couvert une grande partie des questions africaines pour le monde diplomatique, mais il n'a aucune connaissance des phénomènes migratoires. Et en réalité, pour lui, toute la jeune Afrique va se déverser sur l'Europe, ce qui est totalement faux. Je rappelle que le continent africain lui-même a une grande tradition migratoire, qu'il y a 26 millions d'immigrés africains en Afrique, et qu'une grande partie d'entre eux, quand ils ne vont pas en Afrique, vont aussi dans le Golfe, vont aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Europe. Mais l'Europe est loin d'être la cible préférée de ces Européens, de ces Africains, surtout pour ceux qui habitent loin, en réalité très loin des rives africaines. Et le pays d'Afrique où le taux d'émigration est le plus élevé, c'est la Tunisie. Donc c'est un pays qui est très petit en termes de population, mais qui est dans un face-à-face depuis plus que l'histoire de l'Empire romain avec l'Europe. Donc en fait, là aussi, c'est une idée totalement fausse. Il n'y a aucun lien, disent les démographes, entre la population et la propension à aller vers l'Europe, et les pays les plus pauvres ne migrent pas. J'insiste beaucoup là-dessus. Ceux qui migrent, ce sont les catégories intermédiaires, mais les régions les plus pauvres d'Afrique ont une très faible mobilité, notamment ceux qui sont menacés par les questions environnementales. Et d'autre part, il n'y a pas de lien entre la croissance démographique et la propension à migrer, parce que cette croissance démographique, d'ailleurs, elle décroît à l'échelle mondiale, ce que montrent des démographes comme Gilles Pison et quelques autres, parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance générale donc à une baisse de la natalité à l'échelle mondiale. Donc le paysage de demain sera différent en la matière de ce qu'il est aujourd'hui. Ce serait dangereux d'aligner les chiffres de taille des populations des pays africains avec la propension à migrer. Ce qui compte, c'est
le lien migratoire. Ensuite, il y a beaucoup d'autres thèmes. J'ai fait un petit livre là-dessus aussi, qui est sorti en 2025, Idées reçues sur l'immigration, chez le Cavalier Bleu. Mais ce qui m'a un peu inquiété en relisant hier le discours de Madame van der Leyen, c'est que d'autres thèmes sont très présents aussi. L'idée du développement, l'idée que le développement est une alternative aux migrations. En réalité, aujourd'hui, le développement, ça sert à faire accepter la pilule des politiques de reconduction à la frontière, qui d'ailleurs sont en échec aujourd'hui. Les politiques de retour, deuxième pilier annoncé par Madame van der Leyen, c'est les politiques de retour. Il faut renforcer les politiques de retour. Les politiques de retour aujourd'hui, elles n'ont que 20% de succès. Et les politiques de reconduction sèche des gens qui sont en situation irrégulière, ne serait-ce que pour la France, c'est 8%. Notre ministre de l'Intérieur avait annoncé 100% quand il a pris ses fonctions, il en est à 8,5%. Donc c'est pas glorieux. Maintenant, il n'en parle plus d'ailleurs. Donc c'est très difficile. Il y a toute une négociation, une externalisation des frontières avec des accords à construire. Et souvent, la contrepartie, on fait du développement. Souvent, le développement n'est pas très bien suivi. Donc en fait, les politiques de retour, de développement, de reconduction, qui sont un peu le nerf de la guerre de la politique migratoire, qui ont 30 ans d'âge, même plus, n'ont pas donné de résultats spectaculaires. Ceci dit, le budget alloué à ces politiques est considérable, parce que aujourd'hui, si on regarde quelques chiffres, Frontex avait 6 millions d'euros quand il a été créé en 2003. Aujourd'hui, son budget, il est de plus de 900 millions d'euros annuels. Frontex avec tous les morts dont on peut parler. Monsieur Leggeri, qui était à sa tête, a été remercié par la commissaire européenne, est devenu numéro 2 sur la liste du Parlement européen, parmi les élus du Rassemblement national. Ça donne une idée aussi de la mentalité, si j'ose dire, qui préside à cette approche militarisée de l'immigration. Et puis d'autres politiques qui sont créditées aussi. Par exemple, j'ai découvert hier, toujours dans le discours de notre présidente de l'Union européenne, que 135 millions d'euros étaient affectés aux politiques qui consistent à faire une sorte de dissuasion pour les jeunes, pour les empêcher de partir, compte tenu des morts qu'il y a en traversant la Libye ou la Méditerranée. C'est une politique qui est menée depuis plusieurs années, une quinzaine d'années, même plus, mais qui n'a pas beaucoup de résultats, d'après d'ailleurs les autres analyses qui sont faites, mais on insiste beaucoup là-dessus. Donc moi j'aurais tendance à dire que ce discours très répressif, c'est un discours qui n'est pas fait pour faire une bonne politique migratoire. Il est fait pour l'opinion publique. Ce qui compte, c'est de dire qu'on a fait. Et aucune étude d'impact n'a été faite sur les 135 millions annuels qui sont délivrés pour dissuader de partir, parce que c'est trop compliqué. On préfère annoncer, continuer à financer, sans analyser la politique publique telle qu'elle peut être dans son efficacité. De même pour les politiques de retour, jamais aucune étude d'impact n'a été faite. Enfin, les chiffres que je vous donne, ça donne une idée, mais le résultat sur le terrain est très très calamiteux, si j'ose dire. Toutes ces politiques sont plutôt une sorte d'affichage, disons, pour continuer à faire la guerre aux migrants, parce que c'est ce qui plaît selon les politiques dans l'opinion publique. Donc il faut faire plaisir à ce qui est censé plaire, même s'il y a un écart en réalité entre la façon dont ils perçoivent ce que pense l'opinion et la réalité. La réalité, c'est la question démographique, bien sûr, c'est la question du marché du travail. Et aujourd'hui, si on continue à avoir une politique, le pacte européen sur l'immigration et l'asile qui a été voté difficilement en 2024, n'ose pas aborder la question de la réouverture du marché du travail. Il s'appelle sur l'immigration et l'asile, mais il ne traite que de l'asile, du durcissement de la politique d'asile à l'échelon européen, mais quasiment pas un mot sur l'ouverture du marché du travail. Chacun fait ce qu'il peut dans son coin, ou alors il le cache. La Hongrie fait appel à des Asiatiques l'été, surtout pour travailler dans l'agriculture, parce que
M. Orban ne veut pas trop qu'on en parle. L'Italie a conclu des accords, non pas seulement pour l'externalisation des frontières pour l'accueil des réfugiés, qui a été un échec total, hein, ça a été annulé par la Cour européenne de Strasbourg, mais aussi par la Cour européenne d'Europe, mais aussi de Luxembourg, mais aussi par les juridictions italiennes. Donc elle n'a pas pu faire trier par l'Albanie les arrivants qui étaient supposés traités par ce pays. Donc ça a été un échec aussi de la politique de Rishi Sunak de faire traiter par le Rwanda les demandeurs d'asile qui ensuite seraient examinés par le Royaume-Uni. Donc un échec assez considérable de ces politiques. Mais l'essentiel, c'est l'annonce. Hein. Et Mme Meloni, dans la presse, est considérée comme quelqu'un qui a fait une bonne politique migratoire, précisément parce que moi j'aurais tendance à dire que oui, elle a fait une bonne politique migratoire parce que tout ce qu'elle a annoncé, ça a été annulé par les tribunaux. Donc de ce sens-là, on peut dire que c'est une bonne politique migratoire, mais dans l'ensemble, rien ne correspond à la réalité. La réalité, c'est qu'elle a régularisé, je m'en réjouis, 450 000 personnes en Italie, notamment dans les métiers des badanti, comme on dit, les gens qui s'occupent des personnes âgées, parce que son électorat aussi a des vieilles grand-mères, des vieux grands-pères à garder, donc ils ont besoin de ces gens-là qui viennent du monde entier, mais aussi donc dans toute une série de secteurs du marché du travail qui, dans un pays à la démographie déclinante, a besoin de l'immigration. Hein. En France, on est encore plus timoré. Hein. La plupart des métiers d'agriculture, dans le sud de l'Italie, j'y vais assez souvent parce que j'y enseigne, en fait, sont tenus par des Albanais, hein, parce qu'ils connaissent cette agriculture en terrasse méditerranéenne, etc. Les bergers aussi sont albanais, etc. Donc il y a le discours, puis il y a la réalité. Ensuite, toujours dans le même ordre de grandeur, si j'ose dire, il y a une incapacité à accepter que l'Europe puisse afficher une politique d'immigration de travail. Elle a fermé son immigration de travail en 1973, selon certains pays, 1974 pour la France, mais elle a beaucoup de mal à revenir là-dessus. Chaque pays bricole dans son coin, ce qu'a fait assez courageusement l'Allemagne il y a 2 ans. Mais beaucoup de pays ont du mal, dont la France d'ailleurs, à dire afficher. On va reprendre l'immigration de travail parce qu'il y a une peur Or, plus on ouvre l'immigration, c'est ce que j'ai écrit plusieurs fois, mieux on contrôle, mieux on gère. Hein, parce que sinon, c'est précisément la voie ouverte à à des formes diverses d'esclavage moderne et une incapacité à accueillir les personnes. Et donc, la fermeture des frontières a pour effet de sédentariser des gens qui sont arrivés de façon irrégulière parce qu'ils ne peuvent plus repartir chez eux, tandis que si on ouvre plus, ce qu'on a vu avec l'Est, entre autres avec Magdalena, la population immigrée circule, et donc elle est dans une logique qui n'est pas nécessairement d'installation. L'installation, c'est le fruit de tout ça. Pour terminer, le dernier point, c'est la réalité. La réalité, c'est en fait pourquoi est-ce qu'on est dans ce contexte. D'une part, il y a la fragilisation d'une société fragmentée compte tenu de toutes les options qui ont été présentées précédemment avec la désindustrialisation, etc. Et donc le phénomène de l'ethnicisation du récit. Aujourd'hui, on a une ethnicisation du récit sur la nation, qui ne correspond à rien, puisque rien dans notre Constitution, pas même dans d'autres pays européens non plus, ne fait référence à une dimension ethnique, mais on a abandonné la lutte de classe et maintenant on est dans l'ethnique, dans le récit. Dans le récit. Et ça, c'est extrêmement dangereux avec le phénomène qui avait été analysé il y a déjà longtemps et qui il reprend dans un de ses derniers livres, Michel Vievorka, le phénomène du racisme différentialiste. Les Français de souche. Les Français de souche, ça n'existe pas. Les Français de souche, un Français sur 4 a un grand-parent étranger, mais certains se disent il leur reste que ça, quoi. Quand ils ont perdu toutes leurs autres identités, il leur reste d'être, entre guillemets, de souche. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement dangereux qu'on voit apparaître aussi à Mayotte. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais Mayotte aussi, c'est un phénomène... Il
n'y a pas d'autre solution. J'emploie le mot, mais c'est indémerdable, si je veux dire, comme solution. La seule solution, c'est libre circulation locale, régionale, et puis abandonner Mayotte, il n'y en a pas d'autre. Mais ça fait monter, bien sûr, ce sentiment d'être des vrais Français, parce qu'on a quelques, disons, avantages par rapport à d'autres qui sont très maigres, mais enfin un petit peu. Donc, ceci dit, la réalité, elle est un peu différente, parce que si on regarde les flux qui arrivent, par exemple, en Europe, les premiers flux, c'est les étudiants. Hein. On est très très loin de ceux qui vont manger le pain des nationaux, etc. C'est les étudiants. Le deuxième, c'est les réfugiés. On n'y peut rien. On applique quand même en Europe plus ou moins la Convention de Genève. Et donc, on ne peut pas complètement dire on s'assoit sur la Convention de Genève. Certains y sont tentés, mais enfin, la réalité, c'est ça. Le troisième flux, c'est le regroupement familial. Principe du droit de vivre en famille. Donc, on ne peut pas interdire le regroupement familial. On peut le restreindre, on ne peut pas l'interdire. Le quatrième seulement, c'est l'immigration de travail. Donc, la réalité est tout à fait inverse de ce qui est annoncé, si j'ose dire, en disant on va faire la guerre aux illégaux qui veulent profiter des prestations sociales, et ce qui est faux d'ailleurs, mais je n'ai pas le temps de m'y attendre, et de quelques autres avantages. Ils viennent parce que chez eux, il n'y a pas d'avenir. Moi, je passe mon temps à lire des mémoires, des thèses, etc. Et ce ne sont pas les plus pauvres qui partent, ce sont des gens qui ont un projet de vie, qui veulent en finir avec la guerre chez eux, ou à leur porte, avec l'instabilité politique, avec également les problèmes sanitaires, etc., tout ce qu'ils peuvent avoir chez eux. Donc en fait, j'insiste et je terminerai sur quand même le bilan. Le bilan, c'est quand même, j'ai commencé par ça, mais je termine par ça, les drames aux frontières. On se croit au Moyen-Âge quand on voit la description de la traversée de la Libye. L'Europe a décidé de former des gardes-côtes libyens. Parfois, on peut se demander ce qu'il y a dans la tête d'un certain nombre des parlementaires en disant on va payer non seulement la Libye, mais former des gardes-côtes dans un pays où la corruption est à tous les étages, si j'ose dire, et où parfois les passeurs sont en uniforme. Donc on va mettre le paquet sur la Libye. Ensuite, l'autre, les morts, les morts en permanence, tous les jours. Moi, j'y pense de temps en temps, je me dis, on a 365 jours, tous les jours, il y a des morts en Méditerranée. On a entre 2000, 3000 morts par an en Méditerranée. Il y en a de plus en plus aussi entre Calais et Douvres. On a renouvelé les accords du Touquet, et qui ont été renforcés encore l'été dernier, etc. Ça ne sert à rien, hein. Ça ne dissuade pas, même s'il y a des morts, ça ne dissuade pas les gens qui sont déterminés à partir. Donc je pense qu'il faut complètement changer de discours, et le problème, c'est qu'il faudrait que 3 planètes, d'une certaine façon, puissent converger pour qu'on puisse arriver à plus de dialogue entre les scientifiques, la société civile et les gouvernements. On est dans un écart extrêmement important en la matière. Pour les scientifiques, je peux en parler un tout petit peu, mais aujourd'hui, il y a 135 millions qui sont consacrés en France à l'Institut Convergence Migration, qui a fait un travail énorme de mise en commun de toutes les équipes de recherche, des programmes, etc. Aucun politique ne consulte les travaux qui en sortent, hein, quasiment. Donc on est dans une contradiction. Il y a beaucoup de programmes européens. J'étais dans les jurys des ERC, comme on dit, où il y avait beaucoup de programmes migration qui, au Parlement européen ou à la Commission, s'intéressent aux résultats, souvent des travaux extrêmement sélectifs et de très grande qualité, des ERC concernant la migration. Alors qu'il y a beaucoup d'argent qui est consacré, parfois des sommes plus importantes que le montant de leur laboratoire. Donc là, on est dans des contradictions totales, parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas regarder les résultats des chercheurs, c'est surtout théâtraliser la politique. Aujourd'hui, on est dans une théâtralisation de la politique qui va dans le sens de l'intitulé, c'est-à-dire en fait aller dans le sens de la montée de ces populismes, des discours de ces démocraties illibérales, rétablissement des frontières internes, militarisation des frontières externes, tout ça s'appuyant sur la peur, sur le sentiment d'insécurité, sur une politique de dissuasion et de répression. Et je pense que c'est dans cette ornière dans laquelle on se trouve
que l'on peut commencer à appréhender la question migratoire.